qui je suis. Tout un personnage. Thierry Comlotte, né en 1970. C'est comme historique. J'ai une formation de cuisine classique française, donc que j'ai fait de 16 à 18 ans. J'ai travaillé dans différents hôtels en Suisse, en Savoie, dans le sud de la France. J'ai fait un apprentissage classique en Alsace. Et c'est ça, j'ai bourlingué un peu en France. Puis après, j'avais fait ma demande en 94 pour soit l'Australie ou le Canada. Et ben, c'est le Canada qui m'a donné ma chance, en fin de compte. L'Australie a refusé parce que la France faisait des essais nucléaires à Mururoa. Okay. Donc là, maintenant, tu peux dire vive les essais nucléaires, sinon je ne serais pas au Canada. Et puis c'est ça, donc 94, j'ai débarqué à Mirabel. Et puis j'ai commencé à travailler au centre-ville chez Alexandre, c'était ma première place. Okay. Sur rue Pile. Je travaille 6 mois. Après, j'ai travaillé 1 an et demi à la Rapierre, qui était un des bons restos français à Montréal. Puis après, j'ai eu mon restaurant dans le Vieux-Montréal pendant 9 ans, le Bourlingueur. Après, j'ai acheté ici en 2004. Ouais, 2004, c'est ça. Achat de la terre, en fait, de la terre agricole, parce que c'était pas encore un vignoble. Donc sans acre, avec la maison, une grange délabrée. Et le projet est parti de là. Fait que 2004, mon père est venu en vacances, on a fait l'Ontario, je suis du Niagara, on a goûté pas mal de vins, on a rencontré le pépiniériste en Ontario, on a fait le tour du vin des vignobles au Québec qui existaient à l'époque. Et puis là, on a fait une liste. OK, ça nous plaît, en se fiant à ce qu'on a goûté. Et puis là, on est parti, on a planté 10 000 plants. C'est plus dans le sens hobby, parce que j'avais encore le restaurant à l'époque dans le Vieux-Montréal. Fait que le restaurant me permettait de vivre. Ça, c'était comme un deuxième projet, mais plus un projet pour se retirer tranquillement du resto et puis aller sur une terre agricole. Moi, je suis né sur une terre agricole. Mes grands-parents, de chaque côté, ont des terres agricoles. Fait que l'agriculture coule dans nos veines depuis des générations. Fait que je me vois mal soit élever mes enfants en ville ou quelque chose, c'est pas du tout dans mes gènes en fin de compte. Ma conjointe à temps plein, moi à temps plein plus que ça. J'ai mon travailleur étranger, lui aussi à temps plein plus, là, lui fait 60 heures semaine. J'ai Elio, mon ami, là, lui il s'occupe section de pâtes, etc. Et puis j'ai 2 filles à peu près à mi-temps, puis un jeune aussi un peu plus que mi-temps, du 30 heures semaine à peu près. Dans les vins, on a 10 produits. Dans les bières, on a 7 produits. Puis dans les alcools, on a 5 produits. En fait, c'est tout à base des raisins qui sont produits ici. Les alcools, c'est des alcools qui sont des dérivés des résidus de vin, en fin de compte. Donc les marcs qui sont revalorisés. Donc, on retire une plus-value d'un produit qui avant était composté, qui était mis dans le jardin. Tandis que là, on arrive à avoir une plus-value sur un produit qui peut représenter peut-être de 40 à 50 000 $ par année, ce qui est énorme. Et on peut le composter pareil après. Donc, c'était juste une loi gouvernementale, la loi 88, qui a été changée ou amendée pour avoir le droit de faire ce genre de produit, ce qui est génial en fin de compte. Fait que pour le coût investissement qui était minime, on réussit à avoir un produit de niche qui est 100% identitaire au terroir québécois. Pour les céréales, de la bière, on produit une partie et quand c'est des bières plus typées, on va acheter des céréales différentes pour faire des bières différentes là, qui ont une autre spectre de goût. On parle d'identité territorial, c'est en plein ça. On parle d'achat local, on parle de circuit court. Circuit court, c'est le moins d'empreintes possible au niveau de l'environnement sur un produit. Donc c'est un produit qui ne va pas voyager, c'est un produit qui est fait sur place, qui a une empreinte écologique très minime. Vu que la ville a cette politique sur l'environnement et tout ça, elle devrait vraiment, en tant que Montarvillois, on devrait regarder quand on achète un produit, l'empreinte écologique que ça, déjà en partant de ça. Après, si le produit est de bonne gamme ou l'équivalent à prix égal, il faut acheter local absolument. Ça, c'est très important. L'autre point où on avait discuté c'était sur le comité consultatif de Longueuil, comment est-ce qu'on peut faire pour
que les gens achètent de plus en plus local. Je dis, moi, c'est pas compliqué. Chaque étiquette, ça devrait être obligatoire en point de 1 sur 10. L'empreinte environnementale. 1 est quasiment nul, 10 est très très polluant, entre guillemets. Donc obligatoire sur tous les produits qui viennent de l'extérieur, qui sont produits sur place. Un comité qui va décider avec une fourchette ou je ne sais pas comment dire, que ça c'est 5, ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est... Donc on s'en va vers le 1 parce que c'est produit local, il n'y a aucune empreinte, etc. Puis on devrait absolument... Mais ça, la concurrence ne veut pas ça. Tu as l'argument local, tu as l'argument écologique qui vont ensemble. Puis moi, qu'est-ce que j'y gagne? À part le volet écologique. T'en gagnes une fierté d'acheter local. Tu dis, regarde, ça c'est un produit qui vient de chez nous. Goûte-le et puis c'est très bon. Donc le fait d'être attaché à quelque chose en disant que c'est produit sur nos terres, en achetant ce produit, en même temps tu protèges les terres agricoles. Moi, si je gagne ma vie décemment sur ma terre agricole, il n'y a aucun spéculateur qui pourra acheter cette terre parce que ça ne m'intéresse pas de vendre pour de l'argent ou plus d'argent parce que je sais que je vais en vivre et je suis un passionné. Mais si à la fin du mois, j'arrive pas à boucler mon livre et mon année comptable comme il faut, c'est sûr que le premier spéculateur qui va venir, fuck off, on va le vendre parce que je peux pas vivre, j'ai des enfants à nourrir, on est dans un système capitaliste, entre guillemets, puis c'est l'argent, entre guillemets, qui mène, pas toujours, mais disons que ça fait partie du principe que si tu achètes un produit sur une ferme locale proche, tu contribues aussi à protéger les terres agricoles. Puis, le circuit court aussi, quand on parle de circuit court, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire, ou très peu du moins. Parce que les intermédiaires, c'est eux qui vont gruger la grosse partie du profit que tu vas faire. Moins tu as de profit, moins tu vas faire de l'investissement. Donc, si moi je fais de l'investissement, pas obligé d'agrandir ou faire de plus, mais je vais améliorer mon accueil, je vais pouvoir embaucher un employé en plus. Un employé en plus, ça fait une personne de moins sur le chômage ou une personne de moins qui est sur l'aide sociale, etc. Ça a un impact sur toute la Montérégie ou sur Saint-Bruno, etc. Donc tout le monde en bénéficie. Oui, sinon je ne serais plus en affaires. Ça fait 10 ans qu'on est en affaires au niveau du vignoble, ça fait 10 ans qu'on a le permis d'alcool. Beaucoup de vignobles vont fermer, beaucoup vont... Donc, est-ce que le fait que je sois ouvert depuis 10 ans, ça garantit sûrement une stabilité au niveau du produit et une qualité au niveau des produits? J'ai une formation quand même en cuisine classique française. J'ai une formation avec mon père en viticulture, j'ai suivi des cours. Ça fait qu'au niveau des goûts, je sais de quoi je parle. Je sais que quand je goûte ou le nez, c'est quand même c'est mon outil de travail. Donc, au niveau des produits, convaincre quelqu'un qui va pourquoi l'acheter ou pourquoi il va acheter ce produit, c'est de le faire goûter. Le gars, il va goûter, il aime ou il n'aime pas. Il n'est pas forcément que le produit est mauvais, mais il n'est peut-être pas dans sa palette de goût. Mais en général, avec 8 produits différents dans ma palette de vin, c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui ne va pas trouver chaussure à son pied. Actuellement, c'est un peu plus difficile à cause du Covid au niveau de la dégustation. Par contre, il peut très bien venir sur une des terrasses et prendre un demi-verre de vin ou un forfait avec 3 demi-verres et puis goûter les produits de Saint-Bruno, en fin de compte. Mais en goûtant, les gens, ils adhèrent. Il y en a qui vont adhérer moins, il y en a qui, c'est pas dans leur palette de goût. Au niveau de la vinification, moi, je vinifie en sec depuis le début. Donc, tous mes produits, quand je parle de quasiment du rosé, les blancs, les 2 rouges sont vinifiés en sec, c'est-à-dire à 0 g de sucre réducteur. Et donc, quelqu'un qui est habitué à boire des produits sucrés, ça va pas être dans sa palette de goût. Faut pas oublier que quand on prend un verre de vin, l'idéal, c'est toujours de manger avec. Le vin, quand on ouvre le vin, il y a toujours une sorte de processus. Quand on prend le tire-bouchon, on ouvre la bouteille, on commence déjà à saliver. C'est le processus. Les enzymes commencent à se développer dans la bouche. Là, on prend un premier verre de vin. Souvent, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus acide. Ça va être comme une mise en bouche et puis ça va réveiller le palais. Et puis après, quand on a l'accord mets et vin parfait, le vin est encore meilleur. Un produit qui ne voyage pas ou qui fait un long transport de 6 000 ou 10 000 ou voire 30 000 km, là, je sais pas, jusqu'à l'Australie, combien c'est. Il y a pas mal plus de sulfite à cause de la stabilité du vin. Puis après, tous les produits qui sont des produits industriels, souvent sont bourrés de conservateurs et de stabilisants pour
avoir un non-retour sur le produit. Quelqu'un qui va importer au Québec 10 000, 100 000 ou 200 000 bouteilles ne veut pas avoir un retour parce qu'il y a un voile de levure ou quelque chose comme ça dans un produit. Est-ce que moi je suis plus tolérant à ce genre de truc? Ben oui, c'est un produit de proximité, puis oui, il peut y avoir un problème de filtration, ça peut arriver, c'est un produit artisanal. Le client me ramène, j'y change et puis c'est tout. Donc ça n'implique pas des millions ou des milliards de transports et de retour de marchandises. Comme un petit cadeau qu'on s'est payé, entre guillemets. On avait une demande pour ça, pour la bière. Donc, ce qui était très difficile au niveau de l'entreprise, c'était de combiner tous les permis au niveau de la régie, parce que c'est un peu, comment dire, un peu comme en France au niveau des permis, au niveau des fonctionnaires. C'est très difficile. Je pense qu'ils ont fait un échange de fonctionnaires entre la France et le Québec. Et par contre, les gens qui sont en place au niveau des fonctionnaires de la régie sont très compétents et très compréhensibles. Donc, on leur a expliqué le projet. Donc, on partait initialement avec notre salle de réception, avec les mariages, puis on avait la demande pour la bière. Donc, la seule bière qu'on pouvait servir, c'est la bière sans alcool. Vous entends-tu que c'est un peu plate quand tu viens de prendre un verre de vin, tu veux une bière, quoi que la bec, c'est pas si pire. Fait que là, donc, on a appelé la régie, on a dit, regardez, c'est ça le projet. Bon, oui, on peut voir ce qu'on peut faire. Là, initialement, ils voulaient qu'on timbre, c'était un peu compliqué. Puis c'est Roxane, ma conjointe, qui a argumenté avec eux. Bon pouvoir d'argumentaire avec eux, puis c'est passé comme une lettre à la poste. Vu qu'on est sur le site et qu'on produit tout l'alcool, vous pouvez consommer, déguster, vente à emporter. On a tous les permis. Enfin, je pense qu'on est les seuls vignobles ou petites industries dans ce genre qui avons le droit de déguster autant que sur la bière, l'alcool fort, le vin et vente à emporter. Tu peux faire un party complet ici. Oui, exactement. On sert tous les vices, du mousseux au blanc, à l'alcool fort. Je parle des vices qui sont autorisés. Juste être bénéfique, en fin de compte. Bon. Sur place, c'est sûr. On a le marché public à Saint-Bruno. Aux semaines ou des fois aux 2 semaines, ça dépend. On a la ferme Mont-Bruno de l'autre côté, durant en allant vers Saint-Julie. Puis après, on a des boutiques spécialisées à Montréal qui sont vraiment très pointues sur l'achat local et encouragé. Donc, on va parler de bière locale, de cidre local, de vin local. Mais il y a plusieurs clients. Il y a les clients qu'on a en général depuis longtemps, les habitués, qui viennent régulièrement acheter ou manger, etc. On a une clientèle qui vient plus de l'extérieur avec des forfaits. Donc, on fait affaire avec un coffret Prestige qui est une sorte de forfait, un petit carnet où ils vendent, comment dire, une expérience à différents endroits. Les gens vont choisir. On paye une cote à ce carnet ou à cette compagnie et les gens vont venir avec une assiette de fromage, charcuterie, dégustation. Donc ça va être une clientèle un peu plus aisée ou souvent une clientèle que les enfants vont leur offrir ça à Noël et puis parce que les gens ils ont tout ce qu'ils veulent, ils savent pas trop quoi leur offrir, ils vont prendre ça. Fait que des forfaits à 50 ou 100 $. Puis après c'est à nous de faire la job de les garder, de les faire revenir. Donc ça dépend de quelle région ils viennent. Souvent ils vont venir des régions un peu plus éloignées ou proches. Puis après, si on fait une job comme du monde, les gens d'habitude, ils vont revenir hors de ce forfait où on paye une cote, en fin de compte, à la carte. C'est comme une publicité, mais qui est très efficace. J'ai une petite clientèle de Saint-Bruno. Ma grosse clientèle, c'est Saint-Hubert, Longueuil, Chambly, aux alentours. Saint-Basile. C'est toute une histoire. En fin de compte, c'est simple. On revient de vacances, on se met en quarantaine. Nous, on partait pour une année record au niveau des réservations. On était bookés septembre, octobre, là, 2-3 groupes par fin de semaine. Donc, on travaille beaucoup avec des groupes sur la salle de réception, enfin le restaurant plutôt. Et autour du 15-20 mars, le téléphone commence à sonner, puis tous mes groupes annulent. C'était... là, tu as comme un sentiment de... C'est assez spécial, parce que tu as un plan d'affaires qui roule, et puis à fur et à mesure, tu rajoutes des choses, ça va super bien. Puis du jour au lendemain, tu as l'impression que tout s'effondre. Fait que c'est ça, je me rappelle, j'étais dans l'atelier, puis écoute, la question que je me posais là, c'était assez spécial, parce que
Tu dis, OK, là, ça fait 15 ans, je travaille comme un espèce de fou pour monter ça, puis du jour au lendemain, parce qu'il y a un virus qui vient d'ailleurs, tout s'arrête, et puis c'est assez spécial comme sentiment. Je ne saurais pas te le décrire, mais je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai travaillé pendant 15 ans comme un fou pour perdre tout, parce que c'est ce qui arrive. Tu es là, fin du mois, TPS, TVQ à payer, les prêts hypothécaires à payer, puis là, tu as ton fonds de roulement, mais tu sais que tu vas taper dans ton fonds de roulement, puis il va fondre comme neige au soleil parce que tu n'as pas d'entrée d'argent. C'était assez spécial comme feeling. On a l'habitude de jongler comme entrepreneur avec des projets, des trucs où on sait qu'on va y arriver, mais que quand tu vas à la banque ou tu vas quelque part, si tu te fies aux chiffres avec les statistiques, ils vont dire non, vous n'allez pas y arriver, mais tu sais très bien que tu vas y arriver parce que tu vas travailler plus fort, tu vas savoir où économiser pour arriver au final de ton projet. Mais là, c'est quelque chose de complètement hors contrôle où te dire, OK, là, il faut fermer. La première chose où on est chanceux, c'est qu'on est service essentiel. Donc au niveau de la restauration, on s'est viré de bord, plat emporté. Ça a pris à peu près une semaine. On a vidé la salle, on a installé le restaurant plus, la cuisine un peu plus adéquate, etc. pour pouvoir produire un peu plus. Et on s'est mis à la livraison. Donc ça c'est le premier volet où on s'est tout de suite adapté très rapidement. Disons que c'est le deuxième volet. Le premier volet, c'était tout de suite appeler la banque, appeler les différents, soit paliers gouvernementaux à cause TPS, TVQ, pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'arranger, parce que là, moi, j'avais de l'argent qui rentrait pour mon fonds de roulement, mais là, je vais taper dans mon fonds de roulement, puis à la fin du mois, il restera plus rien. Ça, c'était le côté. Alors, première chose, j'ai appelé mon banquier. Ça a été très, très efficace. Mettons, en 4-5 jours, mon dossier était réglé. Appeler le gouvernement tout de suite pour les trucs, ça a été réglé aussi, ou du moins provisoirement pour quelques mois. Et puis après, ça a été je pense que comme l'appel du Premier ministre qui a martelé acheter local, acheter local, acheter local. Ça, moi, politiquement, je suis j'essaie de rester à partir de politique pour pas donner mon opinion ou quoi que ce soit. Mais quand le PM a dit acheter local, puis que ça a été comme ça a été comme, disons, du baume sur mon cœur. J'espère que ça va rester ancré, en sachant que juste dans les années 70, au Québec, on était autonome à quoi 60-70% au niveau de l'alimentation, puis on est tombé à 45% actuellement, ce qui est une vraie catastrophe. Parce qu'on dépend des États-Unis, on dépend du Mexique, on dépend de plein de pays, que si eux, ils décident qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour leur population, ils vont fermer la frontière. C'est peut-être catastrophique ce que je dis, mais ça peut très bien arriver. Avenir, très optimiste quand même. Tu m'aurais posé la même question il y a 3 mois, j'aurais un peu capoté ou quelque chose. Mais optimiste à cause de justement cette... on s'en va, j'espère qu'on va s'en aller vers cette autonomie alimentaire, autonomie à plein de choses. Peut-être moins consommer aussi, consommer plus intelligemment, même si des fois c'est un peu plus cher, ou on se dit c'est $1 plus cher. Dépenser ce dollar en plus parce que ça va permettre de faire vivre plein de monde. Ça va permettre peut-être que nos enfants, nos petits-enfants auront des terres agricoles, auront du travail, auront un salaire décent aussi. Enfin, tout ce qui va avec, une éducation aussi, parce que tout ça rentre dans le système. On a beau critiquer le système, mais si tout cet argent que nous on produit et rentre dans le système et est réinvesti dans le système, ça peut juste être bénéfique en fin de compte. Écoutez, venez découvrir votre terroir, venez découvrir... en fait, quand vous avez une ambiance européenne, mais sans voyager. Puis c'est à 10 minutes du centre-ville, même pas en fait. C'est ça. Donc venez découvrir votre terroir, c'est très important, autant pour nous que pour vous.